sommes le mercredi 20 décembre 2023 partout en République démocratique du Congo et c'est une date qui marque les élections générales en RDC. Les Congolais sont appelés aux urnes ce mercredi 20 décembre pour un quadruple scrutin, l'élection présidentielle, législative nationale, législative provinciale, mais aussi l'élection pour les représentants communaux. Sur ce plateau spécial, nous allons décrypter les enjeux de cette élection, mais aussi les nombreux défis que rencontre la Commission électorale nationale indépendante avec Mike Gardi Diana, avec moi déjà sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être là. Tony Antoine Dibendila va également nous rejoindre sur ces plateaux. Avec lui, nous allons décrypter ensemble ces élections générales en République démocratique du Congo, ce quadruple scrutin, je le disais donc. Mais bien avant de commencer, regardez ces photos que je vous prie justement de voir en illustration. Quelques candidats à l'élection présidentielle ont déjà voté. Moïse Katumbi à Lubumbashi ou encore Martin Fayoulou ici à Kinshasa à l'Institut de la Gombe. Tout comme eux, plusieurs autres milliers de Congolais ont déjà fait leur choix en cette journée du 20 décembre 2023. Nous décryptons justement ces élections en République démocratique du Congo. Je tiens à rappeler ici également que nos équipes sont déployées un peu partout à Kinshasa, dans toutes les circonscriptions. Nous serons partout dans la ville de Kinshasa au cours de cette émission, ce plateau spécial élection. Nous irons également dans quelques provinces de la RDC, notamment à Beni dans le Nord Kivu, mais également à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, où on prendra également la température de ces élections. Nous sommes sur ce plateau avec Mike Gardi Diana. Bienvenue une fois de plus, les Congolais qui sont appelés aux urnes. Donc ce mercredi, l'engouement était en tout cas très perceptible. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que malgré les nombreux défis que rencontre la CENI, le grand gagnant de ces élections, c'est le taux de participation? Merci, on ne va pas aller vite en besogne. Le taux de participation, on va le vérifier à la clôture de bureau de vote. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au regard de la situation telle que le matin, parce qu'avant d'arriver ici, j'ai fait le tour de 2, 3, 4 bureaux de vote avant de passer à l'acte moi-même. Je crois qu'il y a un effet à la base voulu négatif qui a servi ces processus électoraux, c'est le doute qu'on a sémé dans la tête de gens. Et que finalement, il n'y aurait jamais élection. Jusqu'à 48 heures, il y a des gens qui continuent à écrire. D'ailleurs, moi-même, j'ai un très mauvais témoignage. Je connais une chef de parti qui a demandé à ses candidats de faire table main basse parce que il n'y aurait pas élection le 20. Heureusement qu'ils ont dû recourir à moi. Je lui ai expliqué que non, écoute, à la limite du possible, elle va battre campagne. Même si on reporte, tu ne perdras rien, tu vas conserver ta base, mais je te rassure qu'il y aura élection le 20 décembre. Donc, en gros, ici, les Congolais ont manifesté leur intérêt, mais aussi parce que le deuxième effet qui fait qu'il y aura beaucoup d'engouement et qu'on peut dépasser les prévisions en termes de taux de participation de la CENI, c'est l'envie de Congolais de pouvoir sanctionner. Ouais. Ce qui du reste est encore un défi difficile dans la mesure où beaucoup de Congolais aujourd'hui, après autant de cycles électoraux, ont compris. Et d'ailleurs, il y a eu pour la première fois des campagnes spontanées nées de la population elle-même. Par exemple, établissant de limites, un candidat à Kalakovoté était Elia Mbongo Naezo Apollo, mais Salah Choya a raison, ce qui prouve une certaine maturation dans la culture électorale. Mais bien au-delà de ça, ce que j'ai vu le matin, des mamans qui sont arrivées à 5 heures en attendant que le bureau n'ouvre, a témoigné aussi de ce souci-là de pouvoir remplir ses devoirs civiques, mais aussi à la limite du possible, comment je dirais, faire changer l'ordre. Parce que, crois-moi, si vous suivez même les discours du chef de l'État, il s'est permis à l'intérieur du pays, particulièrement à Goma, d'indexer le pouvoir législatif en expliquant à la population de ces coins il faut changer des députés parce que député Nabino Bassali Moussala Malamouté, à la limite du possible, vous comprenez qu'il y a quand même quelques éléments que le Congolais veulent voir partir très vite et je pense que c'est ce qui traduit, mais aussi surtout, je insiste à ce niveau-là, c'est le défi. Beaucoup de gens veulent voir si effectivement la CENI qui s'est montrée un peu, je vais dire, suffisant, trop confiante. Est-ce que cette CENI-là
véritablement tenu ce pari-là. Et je crois que cette curiosité fera en sorte que le taux de participation va grimper au-delà de ce qu'on avait prévu. Mais dans tout ça, je crois que c'est le Congolais qui gagne. Vous avez parlé des enjeux, je crois qu'on va les aborder. Dans les enjeux, il y a des enjeux à un niveau très élevé sur le contexte électoral de cette fois. Le contexte électoral de cette fois, Tony-Antoine Dibendila, bienvenue sur ce plateau. On l'a évoqué ici, la CENI, la commission électorale qui s'est montrée un peu trop ambitieuse, n'est-ce pas, au vu de ce que nous voyons sur le terrain depuis le matin de ce mercredi. Oui, déjà très tôt matin, aujourd'hui, j'ai pu faire un monitoring et j'ai constaté, en fait, à partir des éléments recueillis, et je me suis rendu compte qu'il y a véritablement un engouement dans les différents bureaux de vote, et certains partaient par curiosité pour voir si réellement il y aura élection, parce qu'il faut le rappeler qu'il y a eu beaucoup de doutes autour de la tenue de ces élections. Je vis, Gardy vient de les souligner, moi également j'ai appris que plusieurs partis politiques ont appelé d'ailleurs ont appelé leurs candidats à ne pas battre campagne, à ne pas mettre assez de moyens pour leur campagne, et puis voilà, parce qu'il pourrait y avoir report. Et après, Denis Kadima pratiquement été les seuls à les croire et à l'affirmer, à le répéter à plusieurs reprises qu'il y aura le 20 décembre élection en République démocratique du Congo. Et donc, l'engouement démontre aussi le fait que les Congolais sont aujourd'hui vraiment, il y a cet esprit électoral qui s'est ancré dans les Congolais. C'est le 4e cycle quand même. En 2006, il y en avait. En 2011, il y a un peu de maturité. Oui, des maturités, oui. En 2006, en 2011, en 2016, il y a eu quelques manipulations politiques qui ont quand même repoussé des 2 ans la tenue des élections. Il y en a eu enfin. Et cette fois-ci, en 2023, nous avons respecté. Et là, on est en train de voir quelques images. Oui, nous avons respecté les cycles des 5 ans. Et donc, cette élection, ces élections combinées présidentielles, législatives et municipales démontrent une fois de plus les désirs de la République démocratique du Congo de poursuivre et de renforcer sa démocratie et de continuer dans ces processus, dans cet élan-là. Parce que vous savez, il y a plusieurs défis, on l'a rappelé ici, j'ai entendu, sécuritaire également. Nous avons vu il n'y a pas longtemps, il y a une alliance militaire qui s'est créée à Nairobi. Il y a eu un communiqué signé par l'ancien président de la CENI qui est la tête des fils de cette coalition, qui carrément ne veut pas reconnaître ces élections. Vous savez, donc ça dit il y a à la fois une dynamique des ennemis de la République qui tenaient à ce que ces élections n'aient pas lieu. C'est là même que le président Tshisekedi a qualifié de rigolo. Mais bien entendu, s'il faudra quand même ouvrir cette brèche de l'histoire des Nairobi, c'est regrettable de voir, aujourd'hui même quand j'ai suivi les présidents kenyans William Ruto, j'ai été étonné de voir la manière avec laquelle les présidents Ruto prenaient avec légèreté cette question. Il y a un groupe d'individus, il y a des gens reconnus, et rebelles qui endeuillent l'Est de la République démocratique du Congo, qui viennent chez toi, qui se réunissent et qui se coalisent pour former une alliance et avec un objectif clair. Renverser les pouvoirs de Kinshasa, remettre en cause l'ordre constitutionnel en RDC. Et vous allez voir le président William Ruto qui dit, on va en venir, donc bref, aujourd'hui, avec ces élections, la CENI prouve qu'elle est aujourd'hui capable de tenir avec parce qu'il faut le savoir que les bureaux ont été installés avec un grand retard, les bureaux de la CENI. Les choses se sont fait rapidement. Avec 28 mois de retard, on tient le Voilà, 2 ans. C'est-à-dire, c'est plus de 2 ans même. Donc, c'est-à-dire que Corneille Nangaa, Denis Kadima et son équipe, aujourd'hui, sont à féliciter, mais voyons comment est-ce que les choses évoluent, parce que nous avons appris également, il y a quelques incidents. À Bunia, par exemple, un centre qui a été attaqué. On va y arriver, parce que vous parlez justement des centres qui ont été attaqués. On va commencer d'abord par la capitale Kinshasa ici.
comme je l'ai dit dans l'entame, évidemment, nous avons déployé nos équipes un peu partout dans des coins et recoins de la capitale. Nous allons partir tout de suite dans le district de la Funa avec Claude Kungu qui est accompagné des Pichunzita qui va nous décrire en tout cas la situation sur place où les gens ont déjà commencé à voter et en tout cas on peut dire que l'engouement est au rendez-vous. On retrouve Claude Kungu et on revient juste après. 20 décembre 2023, mesdames et messieurs, nous sommes en République démocratique du Congo, une date tant entendue. Aujourd'hui, les Congolais vont devoir élire leurs autorités au niveau présidentiel, aux élections nationales, provinciales, mais également au niveau municipal avec les conseillers municipaux. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, nous revenons du centre EP1 et EP2 Bandal, là où nous avons fait un constat. Jusqu'à présent, les kits électoraux ne sont pas encore arrivés, mais présentement, nous sommes au complexe scolaire qui est toujours dans la commune de Bandalungwa, là où nous venons de faire un constat. Les kits électoraux sont déjà là. Dans quelques minutes, les Congolais vont devoir commencer à voter. Voilà donc pour la situation dans le district des Funa qui est entièrement couvert par Claude Kungu et Pichunzita. Nous allons prendre un peu plus tard les réactions de quelques électeurs toujours dans ce district de Funa. Mike Gardidiana, ces élections, on l'a dit un peu en l'entame, c'était un véritable défi logistique que la CENI s'était mis à affronter. Au vu de ce que nous voyons depuis ce matin dans quelques centres de vote ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays, des troubles, des machines à voter qui ne sont toujours pas arrivées sur les lieux, des bureaux de vote qui ouvrent avec un grand retard. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la CENI est en train de passer à côté de ce qu'elle s'était fixé comme objectif? Passer à côté, non, parce que la plupart de nos contraintes et les défis de la CENI, nous connaissons. J'ai l'habitude de rappeler aux gens dans la vie, au-delà d'être vrai, il faut apprendre à être juste. Être juste, c'est savoir se mettre à la place de l'autre et comprendre les raisons de ce qui arrive. Je vous ai dit, la technique, c'est d'ailleurs le sens de sa communication d'hier. Il expliquait qu'il y a encore quelques légers détails techniques qui doivent être réglés, mais que ceux qui commenceront le vote en retard n'aient pas peur. La notion du vote dans le cadre légal, c'est 11 heures. Donc ça veut dire que si vous commencez à 10 heures, vous allez épuiser vos 11 heures, même s'il faut arriver jusqu'à jeudi. Mais l'essentiel, c'est que chacun vote dans le respect, dans le délai imparti par la loi. Si d'autres fois, les gens se sont permis rien que pour cette raison de prendre 2 ans. Je ne vois pas pourquoi on va embraser la République juste pour quelques heures de retard. L'essentiel, c'est que le contrôle se fasse en interne. L'essentiel, c'est que la sécurité et la sécurisation de données soient faites de manière convenable pour que finalement, ça ne soit pas une porte ouverte à quelques cas d'irrégularité. Donc, je ne pense pas ici parler. Je pense plutôt, aujourd'hui, s'il y a un qualificatif à donner à ces bureaux de la CENI, particulièrement à Kadima, c'est la responsabilité. C'est des gens qui ont fait preuve de beaucoup de responsabilité. Nous autres ici qui parlons, moi je suis très dubitatif de ce processus qui a très mal commencé. Déjà que je sentais, quand vous voyez ceux qui étaient censés être des exemples, les hommes d'église qui réunis au sein de confessions religieuses pour pouvoir désigner un candidat sont très tués. Je comprends, c'est cette forme de politico-centrisme de la vie. Ils sont devenus politiques, ils s'étirent à gauche, à droite. J'avais compris que c'était une culture sur quoi on était parti pour vivre des situations très compliquées. J'ai vu Dédi Kadima commencer un processus où on ne lui a pas donné suffisamment de moyens, où on n'a presque pas répondu à ses contraintes, mais il continue à aller trouver des solutions. C'est ça être responsable. Au lieu de venir pleurnicher, il trouvait des solutions pour pouvoir résoudre le problème. Et à ces stades ici, quand on vous parlait de ça, je voulais juste rappeler un élément essentiel pour ceux qui nous suivent maintenant. Il y a une technique qui a été développée par des candidats, comme j'ai l'habitude de le dire, la plupart des candidats jeunes qui sont venus dans des partis politiques sur les listes électorales sans savoir qu'ils étaient là juste pour remplir le besoin de seuil et que finalement on leur a même pas donné le moyen de battre campagne. Ils ont développé une technique pour dire aux gens, quand vous allez voter, il faut voter à tous les 4 niveaux au risque d'avoir un bulletin nul. C'est une fausse information, c'est une technique juste pour pouvoir profiter de ce qu'on appelle le floating vote, le vote par le hasard. L'idée que vous arrivez, ne vote pas président. Même si tu n'avais pas de candidat, choisis quand même au hasard, mais choisis quand même. Et ça pourrait par hasard tomber sur moi. Et je crois qu'à la limite, je comprends ces procédés psychologiques, mais malheureusement, ça n'aide jamais. Pour ceux qui vont aller voter, sachez que votre bulletin, c'est vous qui l'imprimez. C'est-à-dire, la page est blanche. Dès que vous mettez votre bulletin dans la machine, vous avez le choix de voter simplement au niveau présidentiel ou même au niveau communal. Ou même de ne pas voter tout simplement. Ou prendre cette bulletin blanche-là, mettre dans
l'urne, ça veut dire que c'est un bulletin nul, mais je crois qu'à la limite, qu'on ne vous trompe pas, qu'on vote à tout le 4 niveau. Et je crois qu'aujourd'hui, quand vous parlez des défis de la CENI, le seul problème maintenant qui reste à relever très rapidement, c'est le problème de liste. Il y a eu une très mauvaise... En fait, la communication n'est pas vraiment passée. C'est pas normal qu'on vienne chercher son nom sur la liste le jour du vote. Les listes ont été installées dans les bureaux de vote pendant un peu plus de, je crois maintenant un peu plus de 10 jours. Ça veut dire qu'à la limite du possible, et si vous n'avez pas, même si dans votre centre les listes n'étaient pas encore là, sur le site, sur les applications, le nom était là, il fallait commencer par vérifier et savoir où est-ce que vous allez voter pour pouvoir aller le faire calmement. J'ai vu aujourd'hui l'une des raisons qui crée de la tension, c'est que des gens arrivent, comme Bolanga est athée. Oui, c'est possible que tu arrives dans les impressions des listes et qu'il y ait des problèmes, mais vérifiez sur le site de la CENI. Si vous avez une carte, présentez-le. C'est ça, à ces niveaux-là. Je crois qu'à ces niveaux-là, la communication, beaucoup de gens n'ont pas compris. La vérification du bureau de vote se font à la limite. La veille des élections, comme ça, dès que vous revenez le matin, le jour du vote, vous savez exactement où vous allez voter, comment le faire. Et aussi que surtout que la CENI a contourné un problème culturel qui était pour moi le plus grand problème qui pouvait embraser la République, c'est la question de la carte. Cette question de la carte-là allait mettre hors jeu beaucoup de gens, surtout ceux qui se sont enrôlés avec la première série des cartes qui étaient complètement vides de contenu. Heureusement qu'ils ont trouvé cette solution-là, mais à la limite, les agents de la CENI doivent être un peu plus prompts parce que les gens qui viendront avec les cas des pertes de cartes, si jamais ils tombent encore dans le contexte où son nom n'est pas sur la liste, c'est très compliqué. Mais aussi, je voulais rappeler aux gens, il y a un élément essentiel, à certains qui arrivent, son nom n'est pas là, oui. Il est peut-être possible que dans le nettoyage du fichier, vous avez eu une carte d'électeur, mais au niveau de l'iris ou encore de l'empreinte, il y a eu des problèmes et que la CENI vous considère comme étant un élément défectueux et qu'on est là. Il y a eu une période de recours, est-ce que les gens l'ont fait? Ça encore, c'est un autre problème. Un problème culturel que beaucoup n'ont pas compris. Mais à la limite du possible, je crois que l'essentiel, c'est qu'on atteigne une majorité assez large dans le vote pour accorder cette légitimité qu'on attend avec les processus électoraux. Mais en tout cas, jusque-là, hormis quelques cas isolés, d'ailleurs, raison pour laquelle la CENI avait dit avec raison de ne pas vouloir acheminer les machines avant dans les centres ou encore publier pour craindre ces actes de vandalisme parce que quand certains pensent... Mais on l'a vu aujourd'hui, notamment à Djougou, dans certaines localités du Littoré. Quand les autres veulent aller aux élections, des guerres ont carrément vandalisé. D'autres sont dans la théorie de semer le chaos. Vous parlez des enjeux, je crois que si vous me permettez, on va y entrer. La plus grande difficulté encore, je crois que le plus grand adversaire du pouvoir en place aujourd'hui dans les élections, c'est pas Moïse Katumbi, c'est moins encore Martin Fayulu. C'est qui? C'est la communauté internationale. Allez-y. Pour deux raisons. Je crois que les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais il y a eu une machine qui a été mise en place pour empêcher la tenue des élections. Pourquoi? Pour deux raisons. La première des choses, la communauté internationale veut rétablir l'ordre politique en RDC. Rétablir l'ordre politique. Oui, parce que j'ai toujours dit ça aux gens, Tshisekedi n'est pas un candidat de la communauté internationale. Il s'est permis, il a tenté de pouvoir trouver un compromis avec ces gens, faisant 1001 voyages ici. Mais malheureusement, le fait que c'est dans le rapport interétatique, ces questions d'intérêt, il n'a pas su garantir convenablement les intérêts. De la plupart de ces multinationales s'ajoute à cette question la gestion de la guerre de l'Est. Aujourd'hui, le fait de prendre... Un des plus grands enjeux d'ailleurs. Exactement. Le fait d'avoir refusé de négocier sur cette question de l'Est, où il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup d'enjeux, le fait qu'une fois que la notion de réserviste a été activée avec le Ouazalendo, les États-Unis ont clairement parlé des questions des intérêts des États-Unis. Au niveau de l'Est, c'est des éléments, des indicateurs pour vous dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord avec cette manière de gérer, surtout cette question qui est un modèle économique pour eux. À la limite du possible, c'est soit ils se conforment aux exigences, aux exigences de cette communauté, ou à la limite, s'ils continuent à faire du forcing, c'est aussi mettre les bâtons dans le roue. La raison pour laquelle vous verrez que le simple refus d'autoriser certains matériels de l'observation de l'Union européenne a occasionné le départ complet d'une mission, rien que parce qu'on a refusé que vous utilisez tel matériel, qu'on refuse que vous vous branchez au serveur de la CENI pour contourner alors qu'elle est indépendante, elle seule a l'obligation de Il y avait d'autres idées derrière. Mais bien évidemment. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que, regardez, il y a beaucoup de candidats. Moi, je n'aurais pas honte de citer, par exemple, dans le camp de Matata, on parlait beaucoup trop du report. Oh, élection exatée, parce que, de par le câble, les acquaintances qu'ils avaient à l'extérieur, l'idée c'était que élection exatée. Pourquoi élection exatée? Il y a même un lien avec l'aventure de Nairobi que vous venez de faire allusion, parce que c'était une dynamique. Pour Corneille Nangaa, il y avait aussi d'autres enjeux. Lui, son plus grand enjeu, c'est de pouvoir voir ses sanctions levées au niveau international pour son rôle dans les élections de 2018. Et
Il a mené des lobbying, il a mené des discussions. Au-delà de ça, il y a des questions d'ordre d'intérêt économique, notamment ces carrés miniers qu'il a acquis, comment, on ne sait pas. Et le fait qu'il y a eu un refus, il s'est allié à un réseau pour une cause qui existait déjà, c'est empêcher coûte que coûte la tenue des élections pour que finalement... Tu vois, il le répétait. Exactement. À chaque fois. C'est pourquoi l'enjeu, on aurait dépassé ne serait-ce que de 2 jours, on aurait embrasé la République. On se serait servi de cet argument pour mettre presque KO la République et cette fois-là rétablir un ordre déjà établi par certains à gauche et à droite. Et malheureusement, je crois qu'il était important. Ça serait quoi cet ordre-là? Mettre un candidat qui sera la seule qui va nous retourner en arrière, en fait. Quelqu'un qui arrivera, un peu comme en 2013, on arrive de faire le M23, militairement, ça veut dire qu'on occupe notre terre. Est-ce que ça veut dire... on nous contraint, on se retrouve autour d'une table pour faire des décisions, concéder des terres et des questions d'intérêt économique, ça veut dire rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire que ça Est-ce que ça veut dire que, avant de prendre Tony Dibendila, est-ce que ça veut dire que l'argument de campagne avancé par Tshisekedi, celui de se méfier des candidats de l'étranger, n'était pas qu'un simple argument de campagne, mais une réalité? J'ai toujours dit aux gens, il faut éviter de prendre les choses au premier degré. Les gens ont voulu créer une confusion pour ne pas pousser aussi la population à creuser le contenu de cette notion de candidat de l'étranger. Il y a une différence, il y a une nuance sémantique quand on dit candidat étranger et candidat de l'étranger. Tshisekedi ne peut pas se dire qu'ils sont candidats étrangers dans la mesure où la CENI a reconnu qu'ils sont congolais, qu'ils remplissent, et la Cour constitutionnelle reconnaît qu'ils ont rempli le critérium pour être éligibles et compétir au niveau de la présidence. Sinon, ça serait une contradiction malsaine et maladroite. Donc, en gros, quand il dit candidat de l'étranger, parce que c'est le Congolais mieux informé, il a tenté de forcer des portes, il sait exactement qu'est-ce qui se prépare, il savait exactement dans quoi il était, il savait exactement le pourquoi de choses. Quand il les disait, il le savait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dirais encore une fois de plus, la maturité de la CENI de faire fi de certains éléments, des détails, pour faire en sorte qu'aucun candidat ne se sente mis à l'écart, était aussi une stratégie pour nous éviter le pire. C'était le premier piège qu'on tournait. Parce que, allez, je veux le dire, on n'est pas à la période de campagne, ici on est en réfléchi. J'ai toujours dit aux gens que Denis Mukwege était un plan B au cas où on empêcherait la candidature de Moïse Katumbi. Et c'était ça le plan B. Quand Moïse Katumbi est rentré dans le jeu, même la plupart des gens qui chantaient ici, les François Hollande qui ont tourné autour de lui, on l'a presque oublié. Tous se sont retournés aux côtés des Katumbi. Ça, je l'ai dit depuis toujours, malheureusement, son équipe n'entendait pas cela de cet œil-là. Je leur ai dit qu'on l'avait amené, c'était pour un test, parce que rien n'est présagé. À la limite, ils comptaient sur la recette Fayoulou. Avoir la procuration de tous les autres candidats de l'opposition pour finalement asseoir un électorat et se servir de leur base pour pouvoir prétendre briguer cette législature. Donc en gros, les enjeux étaient tellement énormes qu'il fallait qu'on tienne les élections le 20 décembre pour éviter que les gens trouvent de prétextes pour embraser la République. Mais malgré cela, c'est peut-être pas être prophète de malheur, mais je crois que puisque c'est une théorie voulue de l'extérieur, on proclame Tshisekedi vainqueur ici, il y aura quelques tensions. Il y aura quelques tensions dans quelques coins du pays. Parce que c'est ça le plan. Je ne dis pas que Tshisekedi va forcément gagner. Quand je regarde aussi, il y a beaucoup d'erreurs dans l'organisation de sa campagne. Les gens qui ont laissé Félix Tshisekedi parler, c'est 2 derniers jours de campagne, surtout son émission à Top Congo, permettez-moi de vous le dire. J'ai pas reconnu, pour un chef de l'État, il est rentré, il est descendu beaucoup trop. Il a fait vraiment la communication à la quinoise. Moi, j'aurais pas aimé, là, je l'aurais pas conseillé. C'est différent de pouvoir parler, utiliser un langage de proximité. C'en est une autre de pouvoir utiliser un langage, j'ai envie de dire, trivial. D'autres diraient qu'il a parlé en tant que candidat. D'autres oui, mais diraient également qu'il a parlé en tant que président, il faut dissocier. Non, il faut dissocier. Là, il a parlé en tant que candidat. Mais c'est la seule personne dont la notion, la qualité de candidat n'est pas détachable avec l'institution qu'il représente. Et surtout qu'il veut retourner encore en tant qu'institution. La communication de Top Congo, à la quinoise, c'était hardcore, oui. Mais laissez-moi vous dire que stratégiquement, il fallait pas, parce qu'on a donné des arguments même à ses adversaires, notamment au camp de Moïse Katumbi dans la campagne. C'est-à-dire, au lieu de laisser un débat de fond où vous savez qu'à la limite, ça serait cuit pour certains, vous avez fait ce qu'on appelle le déplacement. Vous amenez le débat dans qui est qui, il est de l'étranger ou pas. Non, c'était pas ça. Vous avez un bilan à présenter, vous avez quelques réalisations, vous avez des projections. Restez-y, contraignez les autres à venir faire un débat d'idées. C'est-à-dire quand vous allez dans les débats, dans les pics, dans les coups sur coups,
vous donnez des brèches à des gens qui savent le faire mieux que vous. Très bien. Alors, je rappelle qu'il est, il est 13h25 et les Congolais continuent à voter en ce moment dans différents centres de vote avant de retrouver quelques-uns de nos reporters sur les terrains. Tony Antoine Dibendila, l'un des enjeux de ces élections, c'est notamment la question sécuritaire. Le président Tshisekedi l'a dit dans son dernier meeting à Tchangou, notamment ce meeting qui a secoué notamment les états-majors au niveau international. Il dit très clairement que à la moindre escarmouche de ce que Corneille Nangaa a fait notamment à Nairobi, il va tout simplement réunir le Congrès et déclarer la guerre au Rwanda. Est-ce que c'est à prendre au sérieux et est-ce que c'est un argument qui va faire aujourd'hui que Félix Tshisekedi puisse avoir du crédit vis-à-vis du Congolais face à ces élections? Je crois dans l'opinion congolaise, il y a véritablement cette hostilité envers le Rwanda. Vous savez ce qui se passe, il y a de cela plus de 20 ans dans la partie est de la RDC. Les Congolais aujourd'hui ont perdu, des familles ont perdu. Il y a des millions de Congolais qui sont morts. On ne sait même plus les dénombrer aujourd'hui. Donc ce qui est vrai, la question sécuritaire a toujours été un problème durant ces périodes électorales chez nous, en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je crois que bien l'a développé si bien, ces élections étaient quasiment un enjeu. L'enjeu sécuritaire était énorme. Imaginez qu'il restait quelques jours, il y a une alliance qui s'est créée à Nairobi. Au-delà de ça, nous savons qu'il y a des combats qui avaient repris dans l'Est. Il y a des Wazalendo, il y a des M23 qui ont commencé à faire... On parle de la stratégie du chaos. Oui, à faire pression. Et vous avez suivi les ministres de la Défense qui a évoqué une anecdote là. Ouais, il a fait des révélations sérieuses. C'est un groupe d'individus qui travaillent pour non pas seulement trafiquer les résultats des élections, mais les résultats des élections, mais aussi au pire des cas prévoir un chaos au cas où Tshisekedi serait réélu. Vous voyez, il y a quelques heures, l'Église catholique vient de l'annoncer, c'était via l'abbé Chollet. L'Église catholique a annoncé qu'elle aura à présenter les résultats de sa mission d'observation électorale. Est-ce que ce n'est pas une façon de mettre justement ça le problème. L'Église catholique annonce qu'elle va publier ses résultats, les résultats de sa mission d'observation électorale après la publication des résultats de la CENI. Mais la loi ne reconnaît pas les résultats de l'Église catholique. C'est-à-dire que ce sera entre les publications des résultats provisoires et durant l'attente des résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Bon, on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce que l'Église catholique cherche. Moi, je suis catholique pratiquant, je le rappelle. Mais aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, je me dis, je ne comprends pas ce qui se passe réellement. L'objectif, c'est d'embraser le pays ou de sceller l'unité nationale. Si la CENI présente des résultats, l'Église catholique présente ses résultats, et les autres confessions religieuses font des mêmes, qu'est-ce qui va arriver? Ce sera la confusion totale. Parce qu'on rappelle ici qu'il n'y a pas que l'Église catholique, il y a les CC qui ont des observateurs. Voilà, justement. D'autres structures également. Il y a aujourd'hui, l'Église catholique s'est alliée à l'ECC, mais il y a les musulmans, il y a les églises de réveil. Voilà, ils peuvent tous, il y a les kimbanguistes, ainsi de suite. Ils peuvent eux aussi et rendre public les résultats. Vous voyez, ça sera de l'imbroglio et compliqué pour la République. Moi, je crois que l'Église catholique devrait s'abstenir à rendre public et puis de prendre une bonne posture pour elle-même en tant qu'Église qui y est appelée à être au milieu du village, mais aussi pour préserver la paix et l'unité nationale. Au-delà de ça, on a évoqué les élections au pays aujourd'hui même, et c'est pour la première fois que les Congolais de la diaspora vont voter. Moi, j'ai vu les images qui venaient de l'Afrique du Sud, de la France. Il y a des Congolais, c'est-à-dire des Congolais qui s'alignent pour voter aux ambassades congolaises dans les 5 pays pilotes. C'est un défi énorme pour la CENI qui a commencé tardivement à se déployer et surtout à s'organiser. Ce n'est pas la faute de la CENI, il fallait avoir un nouveau bureau, ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, s'il faut revenir, c'est la question sécuritaire, les yeux du monde entier braqués
sont braqués sur la République démocratique du Congo. Et les ennemis de la nation, je les répète, cette expression-là, attendaient à ce qu'il n'y ait pas ces élections pour prendre cette histoire-là comme un prétexte. Ce qui veut dire, et valider. Comme Mike l'a dit, ça veut dire quelques heures seulement de report, mais le pays serait à feu et à sang. Mais aujourd'hui, il y a élection, bien que ce qui est évident, dans certains coins, il y aura décalage, peut-être des 24 ou des 48 heures même, parce que la CENI n'a pas pu déployer les matériels partout. Vous savez, le Congo, c'est pratiquement un continent, et il y a des endroits où l'accès est très difficile, il n'y a pas des routes, et il n'y a même pas des pistes, peut-être faut attendre des heures et des heures pour arriver peut-être faire 10 ou 20 km. C'est-à-dire c'est compliqué. Le Congo, c'est un vaste pays. Donc aujourd'hui, moi je voudrais, c'est pourquoi j'ai apprécié le fait que le ministre de la Défense a dénoncé ces plans machiavéliques contre la RDC, et que le président de la République aussi également a insisté sur cette question-là. Bien entendu, les tensions, il y en aura, ça c'est une évidence, ça on le sait, parce que déjà même les opposants étaient pratiquement en train de préparer, principalement l'équipe de Katumbi, quand on voit les discours et les discours même de ces communicateurs, ils sont en train de préparer une certaine opinion à la contestation des résultats. Et ça, c'est très dangereux. Nous savons qu'il y a des extrémistes. Lorsque Délice Sanga dit par exemple qu'ils n'accepteront pas les résultats qui viendront de la CENI. Mais c'est absurde. C'est justement là l'absurdité de la question. Alors que c'est elle l'instance qui organise les élections. Ils ont postulé, mais qui a enregistré les candidatures d'Élice Sanga lui-même, qui a désisté pour Katumbi, qui a enregistré la candidature de Katumbi, et ainsi de suite. Mais c'est la CENI qui organise les élections. Écoutez, c'est irresponsable. C'est irresponsable. À un certain moment, il faut savoir faire confiance aux institutions. Si vous êtes responsable politique et que vous n'apprenez pas vos partisans à faire confiance aux institutions, à quoi cela ça va servir? Ça va servir aux adversaires de la nation congolaise, parce qu'aujourd'hui vous refusez d'accepter les résultats de la CENI. Qu'est-ce qui arrive après? Vous irez carrément dans la dynamique de remettre en cause l'ordre constitutionnel. Et quand on remet en cause l'ordre constitutionnel, c'est le chaos. C'est-à-dire, c'est là la stratégie dénoncée par les ministres de la Défense. Mais j'ai entendu certains évoquer l'article 64, c'est-à-dire l'article 64, mais le même article 64 donne à l'État, au pouvoir public, la possibilité de faire échec également. Oui, de mettre la main, c'est ceux qui veulent remettre en cause l'ordre établi. Voilà justement, c'est le même article 64. Donc moi je crois que les responsables politiques doivent être responsables. La responsabilité passe aussi par la sensibilisation au civisme électoral de l'ère militant, de l'ère base. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un grand jour pour la République démocratique du Congo. Ces élections nous ont évité des catastrophes. Les Congo en a assez vécu. Mais prenons par exemple les cas Corneille Nangaa. Mais qui pouvait imaginer quelqu'un qui devait servir des modèles en termes de respect de la démocratie, parce qu'il fut président d'une institution d'appui à la démocratie constitutionnellement reconnue, va aller prendre les armes pour renverser les pouvoirs qu'il lui-même d'ailleurs avait déclaré vainqueur. Mais c'est absurde. Vous vous rendez compte que c'est-à-dire, vous vous alliez avec un mouvement reconnu terroriste d'abord par votre propre pays, et puis par la communauté internationale. Et puis il y a des responsables de ces mouvements criminels qui sont sanctionnés par les États-Unis, par l'Union européenne, et il part s'allier il se reconnaît parce qu'il est sanctionné lui aussi. C'est-à-dire, il se bat pour lui-même, pour ses propres intérêts. On a évoqué l'histoire des carrés miniers. On ne sait pas comment est-ce qu'il s'est procuré ces carrés miniers. On a évoqué l'histoire des sanctions internationales contre la personne. Et donc aujourd'hui, il est pratiquement désespéré. Il se bat pour ses propres intérêts, c'est pas pour les Congolais. Donc aujourd'hui, s'il faut qu'il y ait une dynamique, s'il faut qu'il y ait une dynamique, je disais, c'est-à-dire les Congolais doivent
faire en sorte, partout où ils se retrouvent, doivent faire en sorte que ces élections soient une véritable réussite. Éviter de suivre les manipulateurs qui, et lorsque le pays va s'embraser, ils vont aller en Europe, ils auront la facilité d'aller s'abriter ailleurs, et ils vont laisser les pauvres Congolais périr ici. C'est ça le problème. Donc les élections doivent être une fête et non une période de tensions inutiles et pour paralyser la marche de la République. Donc moi aujourd'hui, j'ai dit, il faut insister et demander aux Congolais d'être assez responsables et de tenir compte de ce qui est important pour eux, pour l'avenir pour leur avenir, l'avenir de leurs enfants. Donc voilà, nous n'avons que la RDC. Nous n'avons que la RDC. De leurs enfants, les enjeux sont nombreux, on va en parler. Et on va évoquer également la question des accusations de Jean-Pierre Mbemba, notamment en ce qui concerne les attaques contre les serveurs de la CENI et quelques affirmations sur Moïse Katumbi notamment. Mais bien avant cela, on va prendre tout de suite la direction de Lubumbashi où on va retrouver Charles Mouzavou pour nous faire le point justement sur les déroulements de ce vote en ce moment même dans la capitale du cuivre, dans le Haut-Katanga. Nous sommes le mercredi 20 décembre 2023, jour du scrutin. Le scrutin combiné, c'est-à-dire présidentiel, législative, nationale et provinciale, mais aussi pour les conseillers communaux. Nous sommes ici où il y a plusieurs centres de vote au collège Saint-François-des-Salles à Imara, à Lubumbashi, en plein centre-ville. Vous le regardez autour de moi, le déroulement, ça va très bien. Il y a beaucoup de monde ici dans différents bureaux de vote, ici dans le centre du collège Saint-François-des-Salles. Eh bien, bon, du moins, jusqu'à présent, je pense que ça se passe plutôt bien. Personnellement, je suis satisfait. J'espère que le reste de la journée sera aussi agréable que cette matinée. J'invite tous ceux qui doutent encore de venir et qui viennent s'acquitter de leur devoir civique. À part quelques contestations qui ont été entendues de la part de gens qui sont venus pour voter, c'est-à-dire on a ouvert en tout cas un retard tel que prévu parce que la centrale électorale avait déjà annoncé l'ouverture de portes ou de bureaux à partir des 6 heures locales ici au centre du collège Imara, c'est-à-dire on a ouvert le centre à partir des 8 heures, donc 2 heures de retard, mais quand même le déroulement ça va très bien. C'est ce que nous racontent les électeurs, quelques électeurs rencontrés justement après avoir rempli leur devoir civique, c'est-à-dire voter à tous les 4 niveaux pour ce 4e cycle des élections en République démocratique du Congo. Premier pas dans l'enceinte d'Imara, et je sens que les choses ne vont pas tellement trop bien dans le sens organisation. Et on nous a communiqué que le vote devrait commencer depuis 6 heures du matin, mais jusqu'à 8 heures passées, nous avions constaté que le vote n'avait pas encore commencé, ce qui va jouer sur le temps. Et s'il faudrait faire un calcul très simple par rapport au nombre d'électeurs, commencer à 8 heures, c'est déjà 2 heures de retard, c'est déjà, les choses vont très mal finir. Et si nous constatons il y a une certaine lenteur pour entrer dans le bureau et enfin voter, pas seulement ça, nous constatons qu'il y a plusieurs électeurs qui se sont fait enrôler dans différents centres, mais quand ils sont sur les lieux, ils ne voient pas leur nom et c'est tellement difficile. Et pour ce qui est des témoins, et vous l'avez vu, on était en train de rôder tout à l'heure là, les témoins, il y a certains témoins qui n'ont pas accès dans des bureaux de vote, je ne sais pas comment ça s'organise et les choses ne sont pas tellement bien organisées. Espérons que avant la fin de la journée, nous allons avoir le maximum de votes, mais rien ne rassure que tout le monde va voter aujourd'hui. Nous remercions le gouvernement d'avoir organisé les élections, mais ce que nous déplorons, les élections, les votes devaient commencer à 6 heures juste, mais nous sommes entrés au niveau du centre de Imara à partir de 8 heures moins le quart, alors qu'on a ouvert la barrière. Le temps de vérifier les noms dans les différentes classes, c'est maintenant que nous venons de voter nos représentants au niveau présidentiel, national, provincial ainsi que municipal.
En dépit de toutes les difficultés rencontrées par certains électeurs ici au centre du collège Saint-François des Salles, à Imara, en plein centre-ville de Lubumbashi, il faudra savoir que mais quand même tout se déroule normalement, il n'y a pas du désordre. Les agents de sécurité assurent la sécurité des électeurs, mais aussi de matériel de vote. Vous le regardez, tout se passe paisiblement et tout le monde fait la file avant d'entrer dans le centre de vote afin d'élire à tous les 4 niveaux. Je rappelle qu'à la présidentielle, aux législatives nationales, tout comme provinciales, mais aussi pour les conseils communaux. C'est depuis Lubumbashi, au collège Saint-François des Salles, Charles Mouzavou et Marc-Michel Wembonyama pour Ecofin Télévision. Merci beaucoup, cher. Ce qui se passe de l'autre côté de Lubumbashi, où pour l'instant, il nous signale que le vote se déroule dans un climat relativement calme. Mike Gardi-Diana, avant d'arriver notamment aux enjeux économiques, revenons un peu sur ces accusations qui ont été qualifiées de graves de Jean-Pierre Bemba face à certains candidats, notamment Moïse Katumbi, pour qui, selon lui, il aurait des plans de déstabilisation de l'État au cas où il ne gagnait pas des élections. Comment avez-vous appréhendé cela? Bon, merci pour la question. Je crois que le CESAC ne me tienne pas rigueur, je ne viendrai jamais pour faire une contre-campagne contre un candidat, mais s'il faut analyser le propos de Jean-Pierre Bemba, je crois déjà l'avoir dit ici, le pouvoir a entre les mains un nombre de dossiers qui fait état justement d'une stratégie. Je viens déjà de l'évoquer, si la stratégie elle existe bel et bien, ça moi je peux le confirmer. Maintenant sur le choix des animateurs ou des acteurs, libre à eux, mais je viens de dire tout à l'heure ici, quand vous voyez les efforts remis par le groupe Soros et Mo Ibrahim autour de cette candidature de Moïse Katumbi, ça veut dire qu'il a tout le soutien. Nous savons ici que Denis Mukwege, pour accepter, parce que l'homme ne voulait pas aller en politique, pour accepter d'être candidat président de la République, il y a eu des émissaires jusqu'à l'ancien chef de l'État français, François Hollande. La question, ça veut dire qu'il y avait une dynamique qui voulait se construire, mais parce qu'on se disait que le pouvoir de Kinshasa ne laisserait pas Moïse Katumbi compétir, un peu comme en 2018. Et ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, il y a un cercle de pouvoir qui veut avoir la mainmise sur la RDC. Je vous ai dit ici que la question, c'est question d'intérêt. On est dans un rapport interétatique. Le Congo a des enjeux qui est différent de l'Afrique australe réunie. Si vous voulez le savoir, le Congo de demain est considéré comme étant une réserve mondiale. Le Congo est presque un lit de l'économie mondiale de demain, que personne ne veut perdre la main. Je vous ai dit ici que la question c'est pourquoi autant d'acharnement, pourquoi autant d'efforts sur la question de l'Est, quand la RDC tente de résister et refuse de négocier, pourquoi autant d'hostilité, pourquoi autant de menaces? C'est ça la grande question. Les gens oublient souvent que même le processus électoral est un mécanisme politique et tout est lié. Aujourd'hui, quand vous parlez par exemple de propos de Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba est ministre de la Défense, ça veut dire que c'est les gens qui sont dans le secret des dieux, la gestion des informations, de services. Un certain nombre d'informations que nous on n'a pas. Quand il évoque, à la limite près, est-ce pour de simples raisons électorales, parce qu'il est aussi possible qu'on monte le cas d'Yosha, ceux de l'IDPS connaissent très bien ce que ça veut dire ou comment ça se passe, juste pour déstabiliser un candidat. Si c'est une stratégie de campagne, tant pis, mais je ne pense pas que ça soit vraiment une stratégie de campagne, parce que ce que Jean-Pierre Bemba dit presque, Mukwege l'a dit, mais intelligemment. Pourquoi il ne s'est pas rallié à l'autre? Il a parlé de manipulation, il a parlé de manque d'honnêteté, il a parlé des ambitions démesurées. Ça prouve à suffisance qu'il y a un canevas, il y a un calendrier. Regardez sa dernière déclaration où il estimait que c'est lui ou rien. Et ça encore, c'est un travail de psychologie qu'on fait sur l'opinion publique. Aucun candidat ne devrait tenir ces discours-là. Les discours de gens, si c'est pas moi, ça veut dire c'est mal fait. C'est ça le danger, c'est à ce niveau-là et au-delà de ça, on peut lier beaucoup d'événements autour. Je crois qu'à la limite du possible, je ne voudrais pas aller très loin pour faire une contre-campagne, surtout ce jour de vote. Mais quand on veut parler de la question de la République, je vous ai dit ici qu'il y a eu une dynamique. Et cette dynamique-là, le chef de l'État le sait, c'est pourquoi à chaque meeting, il évoque aussi, parce qu'il sait que la bataille de ce genre-là s'est fait généralement dans l'opinion publique. L'histoire de Kadhafi nous renseignera, et de Muammar Kadhafi va nous renseigner beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on travaille l'opinion publique sur
une prétendue fraude, sur une prétendue légèreté, sur l'incapacité des autres. On travaille l'opinion pour fragiliser le pouvoir et laisser place à l'interventionnisme. Dans l'interventionnisme, les gens prennent pour fait anodin la récente déclaration et l'ancienne déclaration de gens comme Eddie Capen. La déclaration d'Eddie Capen n'est pas très loin liée à la déclaration de Cholet. Il s'est dédié à un moment, il est revenu sur la même déclaration où ne vous étonnez pas qu'un troisième larron arrive pour prendre le pouvoir par les armes, parce que je vous ai dit que c'est une machine. Eddie Capen. Eddie Capen avait promis une fois, c'est seul le créateur du monstre, peut défaire le monstre. Il a dit qu'il a promis une prise d'armes. C'était logique. Mais vous ne faites pas la confusion avec John Numbi. Je parle de John Numbi. Je parle de John Numbi. Merci de m'avoir épargné ces lapsus assez graves. Je parle de John Numbi et malheureusement une déclaration presque copiée, presque similaire à la déclaration de Cholet, où on réveille le vieil démon pour travailler l'opinion, pour justifier ce qui va arriver. Et ça devrait arriver comment? Ça devrait arriver le fait que, à la limite possible, il n'y a pas élection, on crée une tension, les mêmes forces, pour ne pas citer des noms, qui sont venus pour autre chose, vont cette fois-là intervenir sous prétexte qu'ils rétablissent l'ordre politique, et en fin de compte, on va installer quelqu'un d'autre. Ou à la limite du possible, on va attendre. On proclame les résultats par la CENI, on n'attendra même pas les contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle, on va créer une tension ici, armée à la limite du possible, et les mêmes forces encore vont intervenir sous prétexte de pouvoir instaurer la paix, mais pour de finalité de pouvoir établir un pouvoir. Le schéma est bien connu. Si les Congolais ne le savent pas, je vous le dis. Donc en gros, les enjeux électoraux ici sont énormes, et je crois qu'aujourd'hui la CENI nous permet d'éviter le pire. Mais au-delà de ça, c'est pas encore fini. Il faudra à ces niveaux ici qu'on reste vigilant. Et c'est le sens d'ailleurs de la dernière phrase de Jean-Pierre Bemba. Je ne le dis pas parce qu'il est du pouvoir, mais en tant qu'autorité, on ne peut pas aimer que pour des raisons électorales, pour des raisons d'ambition politique, il y a embrasement dans le pays. Que le pays parte en fumée. Ils ont peut-être suffisamment de ressources pour pouvoir tenir si cette guerre durait 1 année, 2 ans. C'est pas le cas pour nous autres. Donc, qui se battent régulièrement tous les jours pour aller nourrir femmes et enfants. Donc en gros, on ne laissera pas un groupe de gens privilégiés venir déranger l'intérêt de toute une république juste pour ça. Donc à la limite du possible ici, c'est des déclarations aussi bien graves, on peut le concéder. J'aurais pas souhaité que ça arrive dans le contexte électoral. J'aurais bien aimé que cette histoire-là arrive différemment. Mais puisque les événements sont liés avec les élections, il a trouvé important de le dire ainsi, de le dire comme ça. Tant mieux, mais à la limite du possible ici, je crois que je rappelle aux Congolais, chacun ira voter. Il y a une institution qui publie les résultats provisoires, qui seront confirmés par la Cour constitutionnelle, c'est la CENI. J'ai toujours dit aux politiques, si vraiment vous voulez aller dans l'idée de la contestation et que vous avez besoin de l'adhésion populaire, attendez que la CENI publie, faites un travail, vous avez des témoins partout, à la limite on suppose, collectez vos éléments, faites vos chiasmes vous-même, avec preuve à l'appui, allez départ devant la Cour pour le présenter. Cette fois-là, si la Cour s'aventure, alors vous aurez le soutien de la population, parce que même nous, on ne vient pas ici pour cautionner un hold-up électoral. Or, quand vous venez avec des simples déclarations, avec des incantations, des intentions, quand la CENI organise des journées portes ouvertes, pour vous mettre au cœur de la CENI, vous refusez de partir sous prétexte de crédibiliser un processus électoral, alors que c'est le contact technique qui vous permet à vous, en tant que parti politique, dans votre centrale électorale, d'avoir suffisamment les données sur le fonctionnement de la CENI et opposer des arguments techniques. La preuve, le jour où les candidats présidents de la République se sont retrouvés avec le président de la CENI, Dédi Kanima, ça virait à un dialogue politique. Vous ne pouvez pas arriver, un peu comme Franck Dion, où vous arrivez pour devant le président de la CENI pour lui demander la libération de la libération de Moïse Salomon Escadé, là. Ma foi, lui, il n'est pas membre de la Cour. Et ce n'était pas le moment où l'endroit des... Lui, il est là pour vous parler des raisons techniques. Si vous pensez qu'on ne peut pas avoir les élections maintenant, expliquez-nous pourquoi et avec quelle raison. Ça prouve à suffisance qu'on regarde les choses de loin, on fait du mimétisme, c'est plus une culture d'autodéfense, on prépare la contestation alors que les évidences, nous le connaissons, et à la limite du possible, on vient avec des incantations. Ce qui fait que vous voulez que la population suive des choses qui manquent de factuel. C'est à ce niveau-là la difficulté. Ailleurs, je rappelle, j'ai eu la chance de faire la campagne en dehors du pays, en Afrique, au Sénégal pour être précis. Quand on parle centrale électorale, Patrick, crois-moi, c'est une centrale électorale. C'est-à-dire que dans les mêmes conditions de la CENI, peut-être à un niveau réduit, avec un centre assez réduit, parce que ce ne sont que des machines, ce sont des données, on peut centraliser, mais on fait un travail des fonds, on se suit, on sait même émettre
des critiques précises parce que techniquement, on est au point. On a mis en place des experts. Autant que la CENI a des experts, les partis politiques recrutent des experts électoraux qui suivent de très près le processus. C'est pourquoi ailleurs la campagne se finance à coup de billets. Ici, on a pris suffisamment de moyens. Il y a des candidats qui ont eu des moyens, comme Moïse Katumbi. Au lieu de le mettre dans le jet pour faire circuler la communication et toute la délégation, ma foi, mettez en place une centrale qui va suivre de très près. C'est lui qui arrivera devant la cour avec un élément de preuve, vous dire, ici, les résultats donnés par tel bureau sont faux, dans la mesure où, regarde, ça c'est le PV de la CENI, voilà. Ça c'est le PV de clôture de compilation, et à ce niveau-là, ici, il y a contradiction entre le chiffre évoqué par la CENI et celui-là. Et ça, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Il nous a dit ici qu'ils ont mis en place des centrales électorales. C'était juste des gens qui étaient là pour aller de temps en temps voir le site de la CENI. Et quand la CENI fait une déclaration, quand il y a une difficulté, ils leur disent que non, pour venir faire des déclarations pompeuses sur la place publique. C'est à ce niveau-là qu'on a la difficulté. Mais je pense que la CENI a fait son travail. Je répète encore une fois de plus, cette CENI a fait preuve de beaucoup de responsabilité malgré les contraintes et les difficultés. Maintenant, laissez le Congolais décider. Même si, aussi tenté que j'ai l'habitude de dire aux gens, l'élection n'est qu'un mécanisme. L'élection n'a jamais été gage de développement. Beaucoup de gens le pensent, mais c'est une fausseté. On peut organiser 10 élections si, à ces niveaux-là, on ne sait pas encore faire le choix sur une vision claire ou être exigeant sur le politique de développement, on ira d'élection en élection pour ne rien avoir, continuer à manger les kwanga et les dindons au coin, mais on nous organise des élections. À la limite, il faut faire la part de choses. Et on aura les élections nous coûtent un bras, mais il faudra que derrière ces élections-là, qu'on en profite en faisant le choix de la rationalité et de choix qui peuvent nous permettre d'évoluer en tant qu'État, parce que, allez, ma foi, on est largement en état. J'aimerais qu'on puisse aborder une autre question de la posture de l'Église catholique aujourd'hui face à ce processus électoral. Depuis le processus de désignation de Denis Kadima, on a senti cette Église très dubitative, un peu éloignée de la position des autres confessions religieuses de choisir Denis Kadima. Comment analyser la position de cette Église aujourd'hui? D'abord, je veux commencer par établir un fait, c'est que l'Église catholique depuis toujours a été cette forme de sentinelle politique en tant que confession religieuse. Moi, j'ai jamais interdit à l'Église catholique de monter au créneau pour dénoncer quoi que ce soit. C'est leur travail, ils les font bien. Seulement, je vous ai dit ici que le Congo est tombé dans ce que moi j'appelle la politico-centrique. Tout est politique. La politique est entrée dans l'Église, la politique est entrée dans la société civile. C'est parmi les raisons même de nos problèmes. Vous pensez qu'elle est politisée aujourd'hui, qu'il y a un peu du politique dans l'Église? Dans l'Église congolaise est devenue extrêmement politique. On fait même la politique plus que le politicien dans les partis politiques. Et au-delà de ça, c'est partout. Aujourd'hui, cette forme de déséquilibre social qu'on constate, c'est parce que les agrégats qui devraient soutenir le pouvoir politique, le pouvoir central, sont des missionnaires. Le chef coutumier sont devenus quoi? Des auxiliaires des politiques qui sont à Tomba Kinshasa, ici au PCMBong. Est-ce que nous, on respecte encore l'ordre établi de la chefferie dans nos villages? Il y avait des familles régnantes. Ici, quelqu'un qui devient VPM de l'intérieur décide de renverser T. Yondo Okoma chef Zouawana, même quand il n'a pas les aptitudes. Aujourd'hui, c'est ça la raison de l'implosion de la société. Et quand vous parlez de l'Église catholique, sur le cas Kadima, la première des choses, vous l'avez évoqué implicitement, parce que l'Église catholique n'avait jamais accepté l'élection de Denis Kadima. Ils ont fait valoir leurs droits dans son association avec l'ECC, croyant qu'on arrive dans une plénière, il y a les grands électeurs qu'elle constitue avec les CC, et les autres sont des petits électeurs. Des grands électeurs qui, en fait, c'est auto-attribué. Oui, ils se sont auto-attribués. Le rôle de grands électeurs, ça veut dire que quand les 2 là votent pour un candidat, même si les 8 votent un autre candidat, c'est leur voix qui prime. C'est ça le malheur avec ça. Déjà qu'au niveau de principe, l'Église ne sait plus respecter le principe, parce qu'on vous a donné la présidence, parce qu'on reconnaît votre apport, je dirais à la limite, un peu de supériorité dans le contexte sociétal de la République. Vous êtes des auxiliaires importants de l'État congolais, mais à la limite du possible, il ne faudra pas confondre la liberté d'une plénière dans un contexte bien défini de composante confession religieuse pour désigner un animateur et l'Église catholique en tant qu'auxiliaire ou encore en tant que partenaire de l'État congolais. Il ne faut pas confondre et mélange le tout. C'est d'ailleurs pour ça, par respect pour ça qu'on leur a donné et la présidence et le secrétariat de la composante pendant le vote.
Mais puisque les autres votent quelqu'un d'autre, vous décidez de débloquer les votes, parce que vous savez aussi que la loi vous confère à vous seul l'obligation de transmettre le liste, vous créez un blocage. Si à ce niveau-là, il y avait déjà un problème, n'attendez pas que cette église catholique évolue pour adouber Kadima aujourd'hui. Cette église catholique, malgré cela, ils savent aussi qu'il faut faire la part de choses. On peut ne pas aimer, mais il y a un rôle à tenir. Provisoire des électeurs et de la cartographie des bureaux de vote on constitue. Justement parce que vous parlez des observateurs, l'église catholique dit aujourd'hui, on l'a effleuré un peu avec Tony, qu'elle publiera les résultats issus de sa mission d'observation. Ça veut dire l'église catholique et l'église du Christ au Congo, les CC, issus de leur mission d'observation avant la confirmation de résultats par la Cour constitutionnelle. Est-ce que ça ne va pas dans le sens de préparer l'embrasement, la contestation un peu partout dans le pays? La question qu'on va d'abord se poser, sur l'ensemble des bureaux de vote, l'église catholique a combien d'observateurs? Il y en a plus de 75 000, je crois. Bon, vous mettez 75 000 observateurs. Non, les bureaux de vote. Les bureaux de vote. Oh, c'est un peu plus de 75 000. Je ne suis pas sûr que l'église catholique a 75 000 observateurs parce que c'est un coût énorme. Et je crois que vous allez prendre les résultats partiels que vous avez pour publier et en faire des résultats définitifs. La logique voudra, à la limite du possible, et quand vous voulez faire le travail de l'autre, ayez le même moyen de votre politique que lui. Quand vous n'avez pas les mêmes moyens, vous n'avez pas la même technicité, vous n'avez pas le même niveau de couverture nationale pour des enjeux aussi importants, ne faites pas d'aventures à ces niveaux-là. Et malheureusement, ils ont toujours fait ça. Le problème n'est pas là. Publiez vos résultats, ok, mais après, prenez vos résultats, ramenez-les à la Cour constitutionnelle pour être approuvés. C'est ça le problème. Vous voulez publier, c'est de l'infraction, mais si vous continuez à vous entêter, faites-le. Mais après, quand la CENI va publier ses résultats, si vous voulez contredire, parce qu'en droit, on dit c'est à celui qui accuse de pouvoir apporter les preuves. Ça ne sera pas à la CENI. La CENI va faire son job, il y a son travail. Vous qui accusez la CENI de ne pas avoir donné les vrais résultats, arrivez départ devant la Cour, preuve à l'appui. Et d'ailleurs, j'informe aux gens que ça sera le procès public. Les audiences seront publiques. Arrivez là, comme ça, on va voir à quelle mesure ce que vous dites est vrai. Ça ne sert à rien de venir ici. Moi, je crois aussi que dans les déclarations de l'Église catholique, qui d'ailleurs, au moment où on parle, il y a encore eu un point de presse à la Cinco, justement pour pouvoir dire des choses qu'on a déjà entendues. Des choses, tout ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Soulever juste quelques éléments qui n'ont pas marché aujourd'hui. Et puis, construire, comme ils savent le faire, une communication anxiogène pour faire peur aux gens et préparer déjà une forme de contestation. Malheureusement, si c'est ça, le rôle de la société civile, alors il faut qu'on requalifie ce rôle-là. Parce que, ma foi, je crois que la société civile étant apolitique, a le rôle de pouvoir apporter la paix, la calmie et la concorde. Si la société civile devient actrice du désordre, comprenez à quel point on a. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut dire l'implosion sociale et la misère intellectuelle. On peut dire non, sans raison, que l'Église catholique participe. En fait, il y a une généralité qu'on fait. Quand on parle de l'Église catholique, il y a une généralité qui peut être dangereuse. L'Église catholique en tant qu'entité, il faut d'abord dire, c'est un État. Jusque-là, l'État l'Église catholique en tant qu'État s'immisce pas à adopter la politique, n'est pas s'immiscer dans les décisions politiques des États. Mais l'Église a des structures qui sont reconnues par l'entité Église en tant qu'État, notamment la Cinco. Notamment l'autre truc ici, Jonathan Stombel a été là, j'ai oublié le nom. Ça dit que c'est par ces structures-là qu'on parle. La question, quand on parle de l'Église catholique, on fait allusion à quelle structure et à quoi. Mais aussi, il y a des individualités à l'Église catholique, un peu aujourd'hui comme l'abbé Cholet, le cardinal Ambongo. Il y a des individualités. Je ne vais pas vous cacher. C'est vrai que le cardinal ont toujours eu une activité politique très intense dans notre pays et souvent très hostile au pouvoir en place. C'est une posture qu'ils ont choisie. Mais Ambongo bat les records. Ambongo bat les records. Il est en train de battre les records. D'hostilité au pouvoir en place. Il est en train de battre record et malheureusement il a laissé quelques plumes sur le chemin. Regarde le choix qu'il a opéré. Je l'ai toujours dit parce qu'aujourd'hui l'Église ne peut pas venir parler de crédibilité dans le processus quand je me souviens du premier processus. Pauvre Ronsard Malonda. Mais je vous coupe pas la parole. Pardon que je chute sur cet élément. Allez-y. Pauvre Ronsard Malonda. L'Église catholique l'a contraint parce que l'Église avait son candidat, M. Cyril Ebotoko, c'est pas un secret. La question c'est pourquoi Cyril Ebotoko a été élagué en dernière minute? Parce qu'on s'est rendu compte que dans les élections précédentes, il a été candidat sur une liste d'un parti politique.
La loi l'interdit. Tu ne peux pas venir être président de la CENI après avoir été membre d'une composante politique. Mais les dangers, là où j'ai compris qu'il y a un problème, c'est que quand on revient à l'élection qui a vu Denis Kadima être porté à la tête de la CENI, l'Église ramène le même candidat. Tout en sachant qu'il a été frappé avant pour ces raisons-là qui sont des raisons majeures d'inéligibilité, mais on le ramène quand même, ça veut dire qu'il y a un calendrier, il y a un agenda. Et je crois que l'Église est orpheline, un peu comme on a fait avec Apollinaire Malo. Orpheline de ne pas avoir un candidat pour contrôler l'ensemble de ces processus-là, autant qu'ils veulent prendre les devants, autant qu'ils se disent les enfants bénis de l'État, autant qu'ils se disent que les enfants aînés, les gens qui ont droit à tout, le fait que jusque-là, ils souffrent dans la prise du contrôle de la CENI. C'est peut-être un élément essentiel, mais on ne va pas jeter les discrédits sur l'ensemble du travail de l'Église catholique, qui, il faut le dire, fait un travail formidable. On parle d'éducation, aujourd'hui on parle de santé. C'est aussi grâce à l'apport énorme de ces gens-là. Mais sur le contexte politique, je crois qu'il y a beaucoup trop d'activisme, et parfois, qui détruit le pays, et il faut que ça se calme un tout petit peu. Trop d'activisme de l'Église catholique dans la vie politique du pays, Tony Antoine Dibendila, mais lorsqu'on essaie de revenir un peu en arrière, on regarde la posture qu'avait notamment le cardinal Monsengo face non seulement à Joseph Kabila et Maréchal Mobutu également, on peut se dire aujourd'hui que le cardinal Ambongo, il est un peu plus modéré, non? Non, en fait, je voudrais souligner un aspect des choses. D'abord, il faut savoir que le cardinal, c'est un ministre du pape. C'est les représentants de l'État du Vatican. Ça veut dire aujourd'hui que les positions du cardinal Ambongo, ça représente directement le Vatican. Il a été contredit 2 fois par le pape qui était ici à Kinshasa. Oui, bien sûr, mais peut-être c'est dans la manière de les faire. C'est ça le problème avec les cardinals Ambongo. On sait que ou encore les cardinals Maloula ont été aussi dire vis-à-vis des pouvoirs de l'époque. Mais c'est dans la manière de faire d'Ambongo, il part un peu plus loin. Oui, c'est-à-dire il part vraiment un peu plus loin, c'est ça le problème. En gros, parce que ce qui est vrai, ses prédécesseurs ont été également hostiles au pouvoir qui était à l'époque en place. Mais c'est ça le problème. Mais il faudra savoir ce que j'ai dit, que les cardinaux sont les représentants de l'État du Vatican. Les évêques ici, l'Église catholique, les Vaticans c'est un État, il faut le savoir. On ne voit pas l'État du Vatican aller à l'encontre en fait, au regard des relations qu'il y a entre l'État du Vatican et l'Union européenne, nous connaissons la position de l'Union européenne aujourd'hui, surtout qu'elle ne peut pas envoyer une mission d'observation électorale en RDC pour des raisons qui sont aujourd'hui publiques, parce qu'en fait l'Union européenne voulait utiliser des valises satellitaires ici, et que l'État congolais n'a pas accepté. L'Union européenne s'est retirée. Je ne vois pas est-ce qu'il n'y a que les valises satellitaires qu'il faudra utiliser. Pourquoi utiliser obligatoirement les valises satellitaires? Il n'y a pas d'autre moyen pour coordonner son opération à travers les territoires congolais. Ça, c'est déjà un aspect. Il faut le savoir, c'est-à-dire que l'Église catholique a ses intérêts sont définis par l'État des Vaticans, et voilà la suite. Et après, maintenant, il faudra évoquer la question la transparence électorale ou encore les résultats des élections après ces processus. Moi, je crois que il y a un élément développé ici il n'y a pas longtemps par Cardi. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu un parti politique ici, Ensemble pour la République par exemple, organiser une commission électorale permanente du parti, former les équipes sérieusement, chercher des experts en la matière qui seront capables de tenir tête face aux experts de la CENI. Les fameux CEP qu'on trouve également à l'UDPS. À l'UDPS par exemple. Mais est-ce qu'Ensemble pour la République... Le président de la CEP, directeur de campagne, vous trouvez ça normal? Ah oui, mais est-ce que... Lui-même candidat. Et lui et son adjoint. Oui, mais est-ce que vous avez vu Ensemble par exemple avoir une commission électorale permanente comme ça et puis s'organiser sérieusement, parce que s'il y a demain contestation et que les partis Ensemble estiment que les résultats sont tronqués, et ces experts puissent faire face aux experts de la CENI avec des preuves à l'appui, ils organisent la contestation. La Commission électorale nationale indépendante a organisé ces échanges avec les candidats à
tous les niveaux, et les candidats présidents de la République également. Nous avons vu les autres venir, et même les chefs de l'État en fonction, bien que les candidats étaient présents. Mais il y a un qui a brillé par son absence. Il n'est pas venu, c'est-à-dire on les suit partout. Ils disent, mais voilà, donc ça dit. Il faut citer, c'est Moïse Katumbi. Mais oui, c'est Moïse Katumbi qui n'était pas présent. Oui, Mukwege également n'était pas là. Elle n'était pas là. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est-à-dire dans une dynamique de contester les élections. Mais contester, c'est très bien. Mais pourquoi il ne faudra pas suivre les principes, la règle, c'est-à-dire que après la publication des résultats provisoires, tourner vers la Cour constitutionnelle et présenter ses moyens de défense, apporter ses preuves. C'est ça aussi le problème. Parce que, premièrement, ils n'ont pas la possibilité d'aller découvrir tous les bureaux de vote à travers la République, et ils n'ont pas des experts appropriés vraiment pour le parti et qui peuvent faire tête, parce que la CENI, à chaque contestation à la Cour constitutionnelle, la CENI envoie ses experts qui étaient sur les terrains, qui savent comment est-ce que ça fonctionne, qui maîtrisent la technicité du processus électoral. Mais ils ne préparent pas ça. S'ils étaient crédibles, c'est-à-dire, ou encore, voilà, ils sont dans la logique républicaine, ils auraient dû avoir une équipe organisée, d'abord des observateurs partout, mettre véritablement des moyens, au lieu peut-être d'aller chercher les hackers, parce qu'il faut les souligner. On l'a dit tantôt, le ministre de la Défense l'a dit, non pas en tant que soutien du président de la République, il a lui-même souligné le fait qu'il était ministre de Défense, et il le disait en tant que membre du gouvernement qui s'occupe, il dit qu'il a les éléments de renseignement militaire. Qu'il y a un groupe des risques, des hackers qui étaient contactés et qui ont le rôle qui ont pour mission de s'immiscer dans le cerveau de la CENI et soit falsifier les résultats, ou encore recueillir assez de données et les brandir comme. On connaît très bien la réputation des Russes. On connaît très bien la réputation des Russes en ce qui concerne justement, c'est-à-dire que les élections, notamment dans les systèmes électoraux des autres pays. Les États-Unis en ont fait les frais. Et puis il y a des attaques constatées par la CENI. Il y a des attaques des serveurs. C'est-à-dire que le président Kadima parlait hier d'un peu plus de 3000 attaques. Voilà, mais justement, il faut fragiliser les systèmes de sécurité, les systèmes de sécurité de la CENI à avoir accès à entrer et prendre les données et puis les manipuler à leur manière. C'est ça l'objectif. Au lieu de s'organiser et de chercher des experts appropriés et de mettre sur place une équipe des qualités qui aura pour mission d'abord des témoins qui vont être présents à travers toute la République, dans tous les bureaux de vote de la CENI, et puis recueillir les données, avoir les PV de la CENI et les brandir au moment de contestation. Et ils sont là dans des logiques guerrières, c'est-à-dire avec un esprit belliciste pour dire, et voilà, après nous allons contester, mais ce sera quelle contestation? Une contestation violente, c'est-à-dire descendre dans la rue. Mais est-ce qu'ils vont même attendre les résultats de la Cour constitutionnelle, la confirmation de la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'ils iront même aller contester à la CENI? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est en train de surfer là, sur de l'eau bouillante, et puis on attend, et puis voilà, ça va exploser, et puis les gens iront ici en débandade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce qui me chagrine, c'est voir maintenant la position. L'église catholique, par exemple, et les CC, ont un rôle important à jouer sur le plan social. Vous voyez, les églises ont une forte contribution sociale en RDC, surtout chez nous. L'église catholique est bien implantée à travers les territoires nationaux. Et quand on sait que notre pays, sur le plan sécuritaire, est fragile, est-ce qu'on va s'organiser? Est-ce qu'on va pousser les fidèles ou encore l'opinion? On va chauffer l'opinion avec des discours qui peuvent envoyer les gens sur la rue après la publication de résultats. Et puis si les gens descendent dans la rue, que personne ne saura ce que sera la suite. Vous voyez, c'est ça le problème. Sur le plan sécuritaire, notre pays est fragile et l'Église les sait très bien. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, je l'ai souligné, il faudra voir de très près comment est-ce qu'il faut, en tout cas, s'il faut, il faut suivre les mouvements de chacun. S'il faut les mettre sur écoute, il faut les faire. Mais oui, s'il faut les mettre sur écoute, il faut les faire, parce que même la sécurité de la République prime. La paix et l'unité, la concorde doivent primer chez nous. C'est-à-dire,
les Congolais ont beaucoup souffert. Et il y a une nouvelle alliance qui s'est créée de l'autre côté. Ils attendent à fragiliser les pays à l'interne par des soulèvements populaires et les autres auront la crédibilité de venir. Heureusement, aujourd'hui, espérons-les que les Congolais sont assez matures pour parer à ces genres à cette éventualité. À ces genres d'élan néfastes. Donc, voilà, en quelque sorte, aujourd'hui, ce qui est vrai, moi je crois qu'on doit célébrer ces élections. Aujourd'hui, il faut quand même féliciter Denis Kadima qui a quand même tenu les coups, lui et son équipe. C'est-à-dire, moi, j'ai reçu plusieurs appels durant ces processus. Les amis qui sont en Europe, ainsi de suite, me disaient, confirmaient même qu'il n'y aura pas élection. Mais les jours J, voilà, il y a élection. Les Congolais sont en train de remplir leurs devoirs civiques. Et donc nous espérons que les choses iront, espérons-les en tout cas, mais après les hommes politiques, les acteurs politiques principaux aujourd'hui doivent faire preuve des responsabilités, ils doivent appeler leurs partisans, ils doivent les rappeler pourquoi nous n'avons que le Congo. Nous n'avons que le Congo. Donc moi j'estime que d'abord l'église catholique d'une part doit jouer son rôle en tant qu'un acteur social important et de l'autre côté les acteurs politiques doivent aussi, on ne peut pas aller devant ces militants, les chauffer et dire si je ne suis pas élu, donc la République s'arrête. On ne va pas dire si je ne suis pas élu, il n'y a pas de nation. Voilà, ça dit, vous êtes... Mais vous menacez même l'unité nationale, lorsque vous allez à mettre en cause l'existence même d'une nation, c'est un peu grave ça. C'est ça justement. Je vais revenir à vous, Tony Dibendila. Je tiens à rappeler aux téléspectateurs que ce plateau spécial élection se poursuit. Il est 14h, passé des 10 minutes ici à Kinshasa et ça fait un peu théoriquement un peu plus de 8 heures du temps que les bureaux de vote ont ouvert et les Congolais continuent à voter. Dans cette émission, nous allons évoquer dans les minutes qui vont suivre les favoris de ces scrutins, notamment au niveau présidentiel, mais également il y a un enjeu très important, c'est celui du contrôle du Parlement. On sait tous ce que ça a coûté au quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi. Nous évoquerons également les enjeux économiques avec Mathieu Takizala qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre sur ce plateau. Mais bien avant de parler de tout cela, nous allons rentrer sur le terrain avec nos reporters qui sont en train de nous couvrir en temps réel cette élection. On va tout de suite dans la commune de Bandalungwa pour retrouver une fois de plus Claude Kungu qui va nous détailler un peu la manière dont les votes se passent actuellement dans cette partie de la ville de Kinshasa. Lui qui a interrogé également un candidat député national qui a rempli son devoir, et ce candidat, vous le connaissez tous, c'est un confrère, Fabien Lumbala. On écoute tout à fait, on écoute tout de suite Claude Kungu en direct de Bandalungwa. De Bandalungwa, ici se constate que les électeurs votent déjà, ils se choisissent eux-mêmes leurs propres candidats, et il y a quelques candidats qui viennent également de voter ici, notamment Fabien Lumbala, candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Funa, qui venait de passer et il a rempli son devoir civique. Le tout premier constat est que les bureaux ont ouvert avec un léger retard. Alors, j'ai demandé, on m'a expliqué qu'il ne fallait pas que le machine soit dans les centres la veille pour éviter certaines antivaleurs. Je viens justement d'accomplir mon devoir civique. D'abord candidat député national à la FUNA pour défendre les Congolais avec courage et les Congolaises parce que ce pays mérite mieux. Nous faisons face à des antivaleurs, à une classe politique qui prend en otage tout un peuple. Et le peuple a commencé à comprendre les choses. Alors j'ai aimé l'organisation ici, contrairement à ce que les radios et les télévisions des pyromanes occidentaux sont en train de diffuser depuis ce matin. Tout se passe dans le calme. Les observateurs sont déjà dans les centres. Les témoins sont en train d'entrer.
à tour de rôle. Le tout se passe dans le calme et vous avez vu l'exercice. Je l'ai effectué, donc effectué dans moins de 2 minutes. Dans moins de 2 minutes. Et c'est plus rapide. Aucune contrainte, on ne m'a pas imposé quelque chose. Dans les urnes, rien. Vous avez vu l'urne, il n'y a que le bulletin de ceux qui m'ont précédé dans le vote. Bien que dans plusieurs centres, les activités n'ont pas encore commencé, mais dans d'autres centres également, les activités ont commencé, notamment, comme je l'ai dit ici, à l'école Univers, dans la commune de Bandangulungwa. Les électeurs votent déjà et les activités électorales se poursuivent. Dans les minutes ou même les heures qui vont suivre, dans la circonscription de Lukunga, mais également Jonathan Bakele qui est au niveau de Matete. Je crois c'est quelle circonscription déjà? Moamba, tout simplement. Moamba, nous allons les retrouver. Ils vont également nous détailler la manière dont se déroulent les scrutins dans cette partie de la capitale. Nous irons également à Beni dans cette émission, une partie du pays, vous le savez, meurtri par les conflits armés. Alors, Mike Gardidiana, j'ai parlé avant de prendre Claude Kongou des favoris de cette élection présidentielle avant d'arriver justement à celle des députés. Les favoris. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi part comme favori par le simple fait que cette opposition qu'on croyait qu'elle allait faire front commun contre Félix Tshisekedi, est-ce qu'elle part tout simplement fragilisée face à un Félix Tshisekedi tout puissant dans une élection à un seul tour? Je crois qu'il jouit de la non-organisation de l'opposition, c'est une certitude. Je crois qu'il est parti favori depuis un moment parce que l'opposition n'a pas pris les choses au sérieux et n'a pas su s'organiser comme il se doit. Je sais qu'aujourd'hui, les gens croient presque vraiment pas au sondage parce que c'est devenu des outils de communication à la merci de... Mais lorsque vous prenez des sondages comme Ebotelli... Il y a des sondages, même pas Ebotelli, il y a le sondage... Ebotelli, GEC... Je prends le sondage de Grand Oeil. Je prends le sondage... Le point... J'accorde beaucoup de crédit à les points, je crois, jusqu'à 65-70%. Vous vous rendez compte qu'il n'y avait que 2 candidatures qui s'est démarquées, qui faisaient ce qu'on appelle l'échappée. C'est Félix Tshisekedi, c'était Moïse Katumbi, pour des raisons que nous connaissons. Politiquement, c'est les 2 personnes qui sont portées par des structures politiques bien ancrées, contrairement à tous les autres candidats. Moïse Katumbi est porté par des structures politiques bien encadrées. Ensemble pour la République, aujourd'hui, a presque pris la place du PPRD et les autres, les partis un peu plus implantés partout dans la République. L'UDPS est forcément en tête, et je crois qu'il y a d'autres partis, l'FDC, qui fait mieux qu'Ensemble pour la République. UNC fait mieux, mais le bonheur, c'est que le trio des têtes sont dans une coalition, ce qui fait que lui, il vient presque après, et ce qui fait que l'implantation, il a pris le temps de travailler son état-major politique, ce qui fait que naturellement, dans différents coins, il sait sur quoi se reposer. Mais bien au-delà de ça, dans le contexte social ou dans le contexte populaire, je crois que c'est les 2 candidats aussi, parce que Moïse Katumbi jouit d'une crédibilité par procuration. Par procuration. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur son image. Vous avez été à Lubumbashi, vous le savez. C'est quelqu'un qui ne blague pas quand il s'agit de sa communication personnelle. Et d'ailleurs, on va parler aussi de son bilan exactement. En tant que gouverneur. Mais au-delà de ça, le bilan en tant que gouverneur, si vous voulez, on va en parler. On va en parler un peu plus tard. C'est un bilan cosmétique, ça on le sait, on ne le dira jamais assez. Mais au-delà de ça, ça dit dans le monde de sport où il a la meilleure cote, c'est de ce qu'on appelle des secteurs fédérateurs. Le sport crée facilement de l'émulation et ouvre facilement l'esprit de gens à l'électorat. Et je crois que c'est ce qui a fait, même bien au-delà de ça, l'homme a beaucoup travaillé sur soi et jouit quand même d'une certaine crédibilité sur l'ensemble du territoire national. Mais Félix Tshisekedi, il est d'abord naturellement, de par le fait qu'il est Tshisekedi, mais bien au-delà de ça, il a été président de la République. Bien plus encore de cela, il est porté par l'UDPS, qui est, pour moi, la fille aînée de différentes structures politiques, pour ne pas dire de partis, des formations politiques en République démocratique du Congo. Et au-delà de ça, il y a aussi l'adhésion naturelle de chaque individu. Les gens l'ignorent souvent, mais dans la question électorale, c'est avant tout vous, avant les éléments de complément. Je crois que
Tshisekedi a gagné le Congolais par 2 éléments essentiels que n'importe qui reconnaîtrait, c'est son sens de proximité. C'est quelqu'un, malgré le pouvoir, est resté très proche de gens, il continue à faire un effort de ne pas prendre la grosse tête, de ne pas crier cette rupture-là, un peu comme son père qui, malgré ses moyens, malgré ce qu'il a été Premier ministre et autres, a décidé de vivre dans son limité alors qu'il avait des résidences, des immeubles à Gombe et autres. C'est presque une culture qui facilite l'établissement de liens avec les gens. Dans l'approche, dans la communication sentimentale, ça marche très bien, qui est un pan important dans le processus électoral. Mais au-delà de ça, s'il faut comparer les deux, je crois que les favoris se dégagent naturellement, comme on l'avait dit. Il y a Félix Tshisekedi, il y a Moïse Katumbi après, et puis il y a Martin Fayulu. Et le reste, naturellement d'ailleurs, c'est des anciens candidats, parce que pour la plupart, beaucoup ont désisté en faveur des autres candidats. Mais dans le fond, c'est le 3 trio de tête. Moi, je le savais depuis le départ, je l'avais déjà dit, parce que la possibilité d'avoir un candidat commun à la position était presque nulle. J'ai déjà fait le calcul. J'ai déjà fait ces calculs-là parce que je voyais mal Martin Fayulu fort de sa stature de 2018. S'aligner derrière quelqu'un et des surcroît Moïse Katumbi avec qui il a déjà été ensemble dans la Mouka, qui a décidé de partir dans des contextes que nous connaissons. Mais aussi, je voyais mal Denis Mukwege officiellement désistant en faveur de Katumbi, même si ce sont le même parrain qui porte le 2, parce que pour lui, c'était un peu, comme disent les Kino Basimbisi et Touche, c'était une maladresse de l'amener là-bas, et presque, la politique a presque porté des coups sur sa notoriété, sur son statut. Il en venait ragaillardi avec les promesses qui lui ont été faites, et son statut de scientifique a primé. Il voyait très mal officiellement désistant en faveur de quelqu'un d'autre, ce qui faisait que Moïse Katumbi l'avait compris. Il a vite pris les devants parce qu'il évitait qu'il y ait un challenge. Au lieu d'aller à Nairobi, en Afrique du Sud, pour discuter qui sera les candidats communs, il a fait jouer son côté malin. Il a contourné les problèmes pour s'adjuger lui-même le rôle de candidat commun de l'opposition, ce qui était presque difficile. Or, s'ils avaient fait ça, je crois que l'ordre aurait quand même changé. Avant les élections, avant la campagne électorale, si vous allez, la proximité était très faible. La marge était à la limite de 7%, parce que Grand Oeil donnait Félix Tshisekedi favori à 61, Grand Oeil c'était à 71%, Le Point à 61%, et le tout dernier, j'ai oublié le nom de l'entreprise qui aussi fait un travail sérieux par le contexte général de ces enquêtes, lui donnait presque à la différence près de 7%. Et aujourd'hui, la donne le fait que Martin Fayulu s'est écarté de la dynamique d'opposition, et que Martin Fayulu, qui autrefois n'était plus calculé parce qu'il avait dit ne pas prendre part au processus quand il est revenu, a presque bousculé le calcul, mais aujourd'hui je crois que le statistique donne 49 pour Félix Tshisekedi, 21 à Moïse Katumbi et 6 à Martin Fayulu, et le reste se partage le peu de pourcentage. Ça veut dire aujourd'hui, très clairement, Félix Tshisekedi est très bien parti pour un deuxième mandat. Dans les intentions de vote, bien évidemment. Ça s'appelle le statistique, ce sont que les intentions de vote qui peuvent évoluer, parce que la scène la plus drôle de l'histoire, c'est Hillary Clinton. Tout à fait. Toujours favori dans les élections. C'était favori dans tous les sondages. Après, la mauvaise gestion et l'autosuffisance a fait que dans l'électorat, les déclarations de fin, et on se rappellera aussi de la responsabilité. C'est une société évoluée. Les États-Unis, c'est une société évoluée où les gens ont quand même un niveau de raison dans les questions électorales très poussé, qui on s'est rendu compte qu'à la fin des comptes, il y avait 2-3 trucs qui ne marchaient pas. Et aussi parce que là où on a des similitudes, c'est que les États-Unis, comme la RDC, a un nombre important de floating votes, c'est-à-dire les indécis. Il y en a beaucoup, et particulièrement dans la catégorie majoritaire, c'est-à-dire la jeunesse. C'est des gens qui n'ont vraiment pas de position, qui à la limite, puisque la majeure partie, c'est des jeunes de Zévré, en ont fait un modèle économique pendant la campagne. Ils bouffent d'abord l'argent, c'est en dernière minute qu'ils s'arrêtent, ils disent, bon, on a bateau, on a une bongo, qui n'a pas de voter. Généralement, ces niveaux-là, les affinités crient. Ils disent, un pire vient en des histoires comme ça. Donc, on peut ça. Mais on est dans le floating vote pendant cette période. Un bon travail de communication, il peut décider de ne pas voter son lieu pour voter un autre candidat. Et c'est là où on a les similitudes avec la société américaine, qui, je le rappelle, il y a des polarisations, oui, mais le floating vote a une dimension assez importante, un peu comme chez nous,
Mais nous, maintenant, dans l'autre phase de choses, on n'a pas de polarité. Nous, on n'a pas de gauche, on n'a pas de droite. Nous, on a juste parti politique. On peut être tous socialistes, mais opposants, farouches. Mais pourquoi? Sur base de quoi? On ne sait pas. Un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Union sacrée notamment. Vous avez des partis comme l'UNAFEC qui prônent le fédéralisme. Mais qui est dans l'Union sacrée, qui est parti dans l'unitarisme, les démocrates, tout à fait. Ça veut dire qu'à la base, c'est des gens qui sont censés ne pas voir les choses de la même manière. Mais tant que Tozo Kabula Kwanga Yabana, le reste basta. On s'en fout, complètement. La même question, je vous la pose, Tony Antoine Dibendila. L'opposition part en ordre dispersé, même si Matata, Sesanga et quelques autres se sont ralliés à Moïse Katumbi. Mais on peut dire aujourd'hui que Fayulu peut jouer la carte de déstabilisation de celui qu'on est en train de voir aujourd'hui comme l'adversaire numéro 1 électoral, on va le préciser, de Félix Tshisekedi qui est Moïse Katumbi. Oui, mais ce qui est vrai, le fait déjà que l'opposition a eu du mal à faire sortir un candidat commun, vous savez déjà que ça allait porter un coup pour les électeurs de l'opposition. On le savait déjà, parce que vous savez, Tshisekedi est président de la République, c'est quelqu'un qui est issu d'un parti ancré dans la vie politique congolaise du DPS. Mais vous n'avez pas la photo de Félix Tshisekedi qui lui aussi a voté à la télé? Jusque-là, Félix Tshisekedi, nous n'avons pas encore les images du vote du président. Ça arrive, je crois que c'est en train. Donc l'IDP, ça dit que Tshisekedi sort d'un parti bien implanté à travers les territoires nationaux. C'est un parti vraiment ancré dans la vie politique congolaise. Tshisekedi ici, il vient de là, et puis vous voyez l'image de son père, ainsi de suite et tout. Et puis en face de lui, il y a les opposants. Je l'ai dit, il y a déjà un problème des candidats communs. Ils se sont chamaillés après Pretoria. On a vu Katumbi et Martin Fayulu s'est tiré véritablement. Katumbi qu'on a accusé de manipuler la rencontre des Pretoria de l'opposition. Nous avons vu Mukwege tirer sur Katumbi, et c'est là aussi fragilisé. Donc c'est là aussi véritablement fragilisé l'opposition. Et donc moi je crois qu'aujourd'hui, si on regarde de près des sondages sérieux, par exemple, il y a les sondages Géopol de l'Institut américain Géopol, il y a les sondages des GEC et Boulitelli. Et Bouteli en toute dernière minute. Et Bercy, oui. Il place toujours Tshisekedi en tête. En tête, en fait. Ça, ce sont des sondages sérieux quand même. On connaît le groupe d'études sur les Congo, de l'Université de New York quand même. Ils sont sérieux. On connaît Boulitelli, la maison de sondage Bercy, qui ensemble ont produit ces sondages. Il y a également Géopol, la maison de sondage américaine, qui a également placé Tshisekedi en tête d'intention du vote. Et donc, oui, on l'a rappelé, ce sont des indicateurs tout simplement, ce sont les indicateurs qui montrent qu'il y a une bonne dynamique sur les terrains en faveur des candidats à sa propre succession, Félix Tshisekedi. Et puis, il faudra rappeler le fait que nos élections qui se tiennent à un seul tour, et peut-être qui est favorable au président sortant, surtout qu'il a... C'est-à-dire qu'on peut gagner cette élection même si on n'a pas de majorité. Oui, mais si on analyse, même un seul pourcent, vous êtes président de la République. Vous voyez, donc ça dit que même si on analyse les sondages, les sondages des GEC, si on analyse les sondages des GEC et Boulitelli et tout, on se rend compte que Tshisekedi est beaucoup plus vraiment devant. Même si on réunissait les voix de Katumbi et de Fayulu, ça sera difficile de les rattraper. Bon, on l'a dit, on a insisté que c'était juste des indicateurs, des indicateurs en tout cas. Et donc voilà, moi je crois qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est bien parti, mais c'est pas un hasard. Il faut voir le travail qui a été fait, il faut voir sa campagne électorale. Il a fait les 26 provinces de la République. C'est l'unique candidat qu'il a fait. Il est dans les 52 meetings. Et au-delà de ça, il faudra voir ceux qui ont bâti campagne pour lui, des poids lourds tels que Jean-Pierre Bemba, qui a fait 30 localités dans l'espace Grand Équateur. Vous avez vu Bahati Lukwebo et Vital Kamir qui ont
à drainer des foules dans les grands Kivu. Et Mbosoko et les premiers ministres, Jean-Michel Samalukonde qui a rasé les grands Katanga. Vous voyez, donc tout ça, ça explique, oui, ça explique également ces sondages-là, mais il faudra attendre jusqu'à la fin parce qu'on l'a rappelé ici, au Congo, il y a assez d'indices, les indices en tout cas. Les floating votes comme a dit Mike. Oui, il n'y a pas longtemps, je crois 48 heures avant les élections, je crois à la fin de la campagne de Tofandi Boye, il y a les drones qui faisaient apparaître le visage de Tshisekedi. Une mère à côté me dit ngala tiki dans voter là ka Félix Tshisekedi malaboko BBC Milongi d'abord les colotés. Ça dit vous imaginez les électeurs congolais, il est fait simplement de voir un candidat dans les ciels, il vous dit il change d'avis. Les autres nous ont pas salué, lui quand même nous a salué dans les airs. Moi je vais donc voilà, en quelque sorte ça dit il faudra surtout que chez nous la mentalité électorale n'est pas très avancée. Ça dit que la propagande a des effets. Nous savons que la propagande c'est un agent modificateur de l'opinion, donc ça a un effet beaucoup plus solide. Dans des pays où la mentalité électorale n'est pas assez avancée comme chez nous. Donc voilà, en quelque sorte, mais aujourd'hui Tshisekedi est bien positionné et plusieurs analyses les prouvent. Donc voilà, aujourd'hui Tshisekedi donc est très bien positionné. Rentrons un peu sur le déroulement même de cette campagne électorale. Tony Dibendila a essayé de le dire ici, c'est que Tshisekedi a fait les 26 provinces. Ce que n'a pas fait forcément Moïse Katumbi. Il n'a pas été dans les grands Kasaï, même s'il a un peu été à Lodja, je crois, dans les Sankuru. Mais le grand Kasaï aujourd'hui, c'est pratiquement, selon les statistiques de la CENI, un peu plus de 14% de l'électorat au niveau national. Est-ce que ça risque de fragiliser Moïse Katumbi? Quand vous parlez 14%, je ne sais pas le statistique, mais tout ce que je sais, que c'est le Kasaï n'est pas la plus grande quotité électorale sur l'ensemble du territoire. On parle du Grand Kasaï. Oui, quand vous prenez le Grand Kasaï, dans le Grand Kasaï, c'est pas la plus grande quotité électorale. Il y a des zones qui dépassent. Le Grand Katanga. Il y a le Grand Katanga. Il y a Kinshasa qui est la première. Il y a Kinshasa. Il y a surtout la partie, le Grand Kivu, qui influe beaucoup. Mais je crois qu'à la limite du possible, c'est pas vraiment ça l'élément qui fragiliserait Moïse Katumbi. Le problème, c'est quand vous arrivez dans le Grand Kasaï, on va pas se voiler la face. Le vote chez nous est encore très clanique et pas sociologique. Quand tu dis tribal, c'est péjoratif. C'est-à-dire on dit sociologique. Pourquoi? Parce que on est dans le rapport d'affinité. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la crise des politiques, cette méfiance, cet écart qui s'est creusé entre les dirigeants et les dirigés, fait en sorte que quand on veut voter, on préfère voter quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un avec qui on a de liens. On trouve que c'est un peu plus rationnel, à défaut d'aller chercher le fondamental dans le pourquoi de l'autre. C'est ça la logique de choses. Et à ce niveau-là, c'est très compliqué. Maintenant, la force de Tshisekedi dans ça, c'est quoi? Quand vous parlez de la campagne électorale, Tshisekedi a commencé à faire la campagne, pas maintenant. Le calcul politique, parce que ce vote est sociologique, c'est ce qu'on appelle la théorie du quadrillage. Je vais vous faire un dessin très rapide. Dans les grands Kivu, il a avec lui les 3 leaders majeurs. Boussa, Bahati, Vital Kamerhe. Sans oublier Moïndo qui est quand même très incontournable à Butembo. C'est encore un jeune politique qui grandit. Il ne faut pas lui donner assez... Dans les 3 grands leaders, c'est les autres. Ce n'est même pas Moïndo au niveau de Bahati ou de Vital Kamerhe qui était 2 fois 3e après Etienne Tshisekedi. Il faut faire attention à ces niveaux. Et quand vous regardez dans le centre, je prends de la partie équatoriale, vous avez Jean-Pierre Bemba dans le nord. Vous avez Boussa dans le sud, Loando dans le sud, et vous avez Boussa dans le Ubangi. Quand vous arrivez dans le Bandundu, là n'en parlons pas, Mbosonko est là en train de quadriller, et quelques 2-3 autres têtes, notamment certains anciens caciques, les autres anciens caciques du PPRD qui ont rejoint celui qui est à la RVA. Voilà. Et quand vous arrivez au-delà de ça, vous allez dans l'autre zone, au Katanga, il a le Premier ministre. Au-delà du Premier ministre, la plus grande force, c'est même pas Samalukonde, la plus grande force, c'est Dani Banza. Vous comprenez? C'est-à-dire que déjà, sur le plan politique, la cartographie est faite.
Dani Banza, mais expliquez un peu, parce que Oui, mais c'est lui qui a fait d'Exam Alconde. sur le sol du Grand je Katanga, Je on comprends. sait que du point de vue d'ancrage populaire, Dani Banza... Le fait bonheur pas avec quoi, hein. Dani Banza, c'est un homme d'ombre, mais très stratégique, parce que je vous dis, c'est lui qui a fait de Sam Alconde des premiers ministres. Pour des raisons, parce qu'on était dans la géopolitique. Quand je vous le dis, c'est que dans le Grand Katanga, c'est un fin stratège qui sait par où cogner et frapper. Et aujourd'hui, Sam Alconde, par son statut de Premier ministre, acquis une statue de notable dans le Grand Katanga. En dehors de lui, il y a bien d'autres leaders qu'on peut citer ici, mais pour des raisons... Puisque vous parlez justement de la géopolitique, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Grand Katanga peut être favorable à Félix Tshisekedi, juste aussi, parmi les multiples raisons, juste aussi parce que durant tout son quinquennat, il n'a travaillé qu'avec des premiers ministres ici de cet espace géographique. Il a accordé beaucoup de faveurs parce qu'il savait que dans les échéances à venir, ceux qui prétendaient être, ceux qui avaient les prétentions d'être ses plus grands adversaires, venaient de là, que vous mettez Kabila, que vous mettez Moïse Katumbi. Oui. C'est-à-dire qu'il a pris suffisamment le temps de travailler cette zone-là, de travailler sur son image, son adhésion, créer une affinité avec le Katangais, parce que les Congolais réfléchissent comme ça. Vous n'avez qu'à voir, après la sortie du gouvernement, combien de déclarations d'ordre communautaire arrivent, comment le journal devient de nous, telle société, communauté, telle. Ça veut dire que c'est un élément important qui crée de l'adhésion et de l'affiliation, et il y a travaillé depuis un certain moment. Quand je dis, je n'ai pas dit que il y a un degré des favorabilités élevées. Ce qui veut dire que il va prendre quand même suffisamment de voix à Moïse Katumbi dans son fief naturel. Parce qu'il a eu le temps de le travailler. Et ça va jouer énormément sur... Et la difficulté de Katumbi, c'est qu'il circule sur l'ensemble de la République démocratique du Congo en son propre nom, hormis le fait que Matata est arrivé dans le Kindu, il lui apporte, parce que Delis Sanga dans le Kassai lui apportera pas grand-chose, je suis sincère pour ça. Parce que lui-même, il a été voté la dernière parce qu'il a battu campagne pour Tshisekedi. Il aura certainement quelques bases parce que c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui est aimé dans son coin, c'est quand même un notable, mais à la limite du possible, sa valeur ajoutée est très faible à ces niveaux-là. Donc en dehors de Matata dans le Kindu et autres, pourtant, ils se retrouvent tous dans la zone swahiliphone. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire quand il faut aller ailleurs, il n'y a pas de figure de proue qui peuvent être ces tandems-là, ces ponts pour créer de l'affinité entre lui et la population de ces coins-là, surtout qu'à part le Swahili, la langue est un frein, il ne faut pas oublier ça pendant la période électorale. Tout à fait. Ça, je crois qu'il devrait travailler ça suffisamment depuis un moment. Le président Non, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, oui. Il doit faire un effort de le travailler parce que c'est un élément essentiel. Mais le président aussi, on l'a vu, aucun mot pipé en Swahili. Il parle le Lingala, il parle le Chiluba, qui Congo, il se débrouille bien. Parce que j'ai déjà moi, avant qu'il ne devienne président de la République, j'ai déjà échangé moi et lui, en Kikongo il se débrouille très bien. Mais il l'a affirmé lui-même à Matadi, il a tenu son discours, des 3-4 phrases. Le Swahili peut-être c'est un problème, malheureusement lui aussi il doit apprendre là-bas parce qu'il a une femme qui parle Swahili à la maison, normalement il doit apprendre à très On se demande comment il n'a pas il maîtrise quelques mots quand même. Donc en gros, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui font en sorte aujourd'hui que politiquement, quand vous regardez, si vous voulez arriver avec une contestation, trouver des éléments factuels que vous allez emmener. Les faits, la politique c'est une science. Les faits sont là et prouvent à suffisance que l'autre s'est préparé. Depuis toujours, les autres sont venus de manière un peu tirée par les cheveux, de manière alambiquée pendant la période électorale parce que forcément on compte sur les dynamiques extérieures. C'est ce qui justifie d'ailleurs la candidature de Mukwege en temps normal. On dit, nous on se prépare pour 2028, on ne s'hasarde pas à aller là-bas, on travaille pour un soir et un parti. Et malheureusement, quand vous voyez quelqu'un briser, rompre le loi et les principes de la nature comme ça veut dire qu'il y a une autre force derrière qui vient avec l'idée autre que la question électorale, ou à la limite, un peu comme le Constant Moutamba, il arrive pour des raisons de notoriété, il se prépare lui-même, il travaille sur soi, il dit je viens faire la figuration, mais je veux qu'on sache que je suis là, en notoriété j'ai gravi quelques échelons, tout à fait. Et puis après, demain je vais répondre à d'autres postes. Tony Antoine Dibendila, on parle justement de ces 26 provinces que tous les candidats n'ont pas su parcourir, à part peut-être Félix Tshisekedi qui a atteint toutes les provinces. On peut aussi dire que c'est un avantage pour lui d'avoir pu communier avec
l'ensemble des Congolais partout. Oui, mais bien entendu, on commence par l'espace Grand Katanga. Vous allez vous souvenir que Tshisekedi a effectué plusieurs visites sur place, personnellement, en tant que président de la République. D'abord, avant de les faire durant cette campagne, il avait déjà effectué, je crois, 1 ou 2 mois avant, une tournée dans le Grand Katanga avec les meetings. Tout à fait. Pour aller on se rappellera, oui, on se rappellera à Kasumbalesa, oui. Un meeting voilà, il a tenu, comparé à la campagne électorale. Voilà, c'était pratiquement, il a tenu plusieurs meetings. Voilà, dans les Grands Katanga, il était à Lubumbashi, lorsqu'il est allé inaugurer les ports secs, il a inauguré les barrages de Moussanga, l'aéroport de Kolosi, ainsi de suite. Il a tenu des meetings. Il a commencé à se préparer sur les terrains et à préparer son électorat. C'est-à-dire que il s'est préparé en avant. Il fallait déjà avoir c'est pas son fief naturel, mais il fallait convaincre, c'est montrer plus proche, être proche de son électorat,